Maintenant, on va vous parler du travail qui a été réalisé avec le service réanimation, le service MIR. Et donc, j'ai été sollicité en juin dernier par le docteur Matonnet, ici présente. Et elle m'a lancé un défi, c'est de faire le bilan carbone du service. Voilà. Donc, j'ai dit banco, on y va, et on a commencé le travail. Donc, il faut que je prenne la zapette. Donc, le bilan carbone, pour faire un bilan carbone, le service avant tout. Alors, le bilan carbone, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a une méthodologie qu'il faut suivre, qui est reconnue au niveau de l'État, ainsi de suite. Et donc, ça commence par définir un périmètre de travail. Donc, le périmètre là, c'est assez simple, c'est le périmètre du service. Je vous montrerai un petit peu les chiffres clés du service après. Collecter les données de consommation, de tout type de consommation, réaliser le bilan carbone et définir un plan d'action. Alors ce service réanimation, c'est des professionnels, donc beaucoup d'infirmières, 82, des aides-soignants, 39, médecins, 12. Je ne vous fais pas le détail, la totale, mais ça représente 140 ou 141 professionnels, c'est ça, je crois. 3 secrétaires, j'ai pas mis les secrétaires. Ah bah si, administratif, bah voilà. Il faut le dire, pardon. Les patients, donc il y a 26 lits dans ce service, il y a 915 passages par an, donc il y a 819 patients, parce qu'il y a des patients qui viennent plusieurs fois. Ils ne sont pas si bien soignés que ça, finalement. Des journées d'hospitalisation, ça représente 7 951. Un taux d'occupation de 83, presque 84% du service. L'immobilier, je dirais, on est dans un bâtiment classé HQE, haute qualité environnementale. On a la chance d'avoir un chauffage avec un réseau de chaleur urbain, comme le CNRS, comme l'université. Surface du service, 2300 m². Donc, à travers un bilan carbone, le service MIR, il souhaite voir plusieurs choses. C'est son impact au niveau environnemental, économique et social. Alors moi, je vais un petit peu au-delà. J'ai voulu aller un peu au-delà de simplement le bilan carbone en tant que tel. J'ai voulu montrer l'impact économique et au niveau social, ce que ça engendre. Donc, en analysant ses consommations, en questionnant son organisation, en questionnant ses pratiques. Vous voyez le tableau? Non, il ne voit pas si je m'avance. Donc, la collecte des données. Alors, les données, je vous fais assez vite, parce que ce n'est pas ça le plus intéressant, en fait. Différentes natures de données, des données physiques, très simples, des kilowattheures, ainsi de suite, qu'on relève sur des compteurs. Précise quand c'est des relevés de compteurs, estimative quand on est obligé d'extrapoler, c'est-à-dire que je n'ai pas un compteur spécifique pour ce service réanimation, compteur d'électricité. Donc je suis obligé de prendre la consommation de l'hôpital, regarder la surface et de faire des ratios. Voilà. Ce qui fait qu'en sorte un bilan carbone, il y a toujours une grosse part estimative quand même. Données financières quand on n'a pas d'autres données, et puis des données de statistiques globales quand on n'a pas les autres données plus bas. On s'appuie sur des, je sais pas, combien en moyenne, je sais pas, une personne qui travaille dans la santé fait de kilomètres pour venir au travail, ou ainsi de suite. Données physiques, donc je vais vous le passer vite. C'est pas ce qui m'intéresse, puis le temps, on a pris trop de temps pour le reste, mais voilà, données financières, ça je vous passe. Voilà. J'arrive directement aux données collectées, en fait. On voit que la consommation énergétique est évaluée à 613 MWh par an, pour un coût de 104 000 €. Consommation d'eau, 2973. Déchets générés, 49 tonnes. Alors comment on est capable de savoir combien il y a de tonnes dans ce service-là de générer de déchets? C'est parce que ces dames ici présentes, et pas seulement elles, ont procédé à une pesée des déchets. Donc comment vous avez fait pour estimer ces déchets? Eh bien, on a ouvert les sacs poubelles et on a mis en place une balance pour peser les sacs poubelles sur une semaine, les sacs d'Asri et les sacs d'AON. Et puis, on a ramené ça au poids sur une année. Voilà. Et la pesée du linge également. D'accord. Donc pour le linge aussi, là, ça apparaît le linge? Oui, 50 tonnes de linge lavé en blanchisserie par an. Achat de dispositifs médicaux, on voit que c'est près du million.
Achat de médicaments, c'est 750 000 euros à peu près. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est sur l'alimentaire. On voit qu'il y a 4 684 repas de commandés. Bon, c'est pas beaucoup hein, pour un service, mais ils ne mangent pas beaucoup dans ce service. Réanimation, c'est pas beaucoup d'appétit. Donc, mais en revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est que vous voyez, les achats de compléments alimentaires, ça représente le même coût quasiment que l'alimentaire classique, je dirais. Et puis des équipements stérilisés. Alors, on voit bien que nous sommes dans le règne de l'usage unique. Seulement 7 000 euros de stérilisation. Déplacement des salariés. Alors comment on a procédé pour savoir les kilomètres que vous parcouriez dans le Eh service? bien, on a eu un questionnaire, un audit qui a été remis dans le service et à compléter sur le mode de transport qu'on prenait, le nombre de kilomètres qu'on faisait, si on faisait du covoiturage, etc. D'accord. Donc l'analyse, alors on n'a pas tout le détail de ce qui s'est dit, hein, de ce qu'ils ont répondu, mais on voit que les professionnels de l'ancien service, qui sont à peu près 140, ont parcouru plus d'1 million de kilomètres par an, environ l'équivalent de 29 fois le tour de la Terre en voiture, pour une voiture, par an. Déplacement des patients et des visiteurs, ça a été estimé. On a lancé un questionnaire, ça n'a pas rencontré beaucoup de succès, donc ça c'est très estimatif. 4,3 fois le tour de la Terre, quelques 170 000 kilomètres. Voilà. Ce que je tiens à dire, c'est que sur ce chiffre-là, on est relativement sûr et on a fait mieux que le CNRS et l'université parce qu'on a eu un taux de réponse de 80%. Voilà. Ce qui est très bien, je trouve. Donc, alors, le bilan en tant que tel, en tonnes de CO2, ce service-là, il a produit 1265 tonnes équivalent CO2. J'imagine que ça ne vous dit rien du tout. Et si on peut donner quelque chose qui est peut-être un peu plus visuel, ça représente à peu près 1,7 fois le volume de cet hôpital-là. Voilà, en volume de CO2. J'ai voulu mettre une référence en kilogrammes par journée d'hospitalisation, donc 159 équivalents CO2 par journée d'hospitalisation. Si on prend une référence haute qui a été faite à la PHP, ils ont fait un bilan carbone global, ils en sont à 162 kg équivalent CO2 par journée d'hospitalisation. Voilà, la répartition des émissions. Les médicaments, on voit, c'est un gros pavé, 30%. Donc quand on parle des émissions, ça veut dire pour le fabriquer, pour extraire les matières du sol si on a besoin pour le fabriquer, aussi bien pour la boîte, hein, pour le conditionner, les usines qui fabriquent tout ça, les transports aussi, parce que malheureusement souvent ça vient de loin. Et voilà, on prend vraiment tout en compte. Les dispositifs médicaux, pareil, 24%. Si on cumule déplacement de domicile-travail du personnel plus déplacement des visiteurs et patients, on est à 21%. Consommation énergétique, on est à 8%. Immobilisation, 9%, ainsi de suite. Vous voyez que la part de la stérilisation, de la restauration, de la blanchisserie, c'est assez peu. Les déchets, 4%. Là, on est quasiment... on fait presque un copier-coller de ce qui se passe, de ce qu'annonce le Chiffre Project au niveau national. Alors, j'ai pas fait exprès, hein. C'est comme ça que c'est tombé. Et j'en suis... ça m'a rassuré, en fait. Ça m'a rassuré un peu, mais enfin, pas tant que ça, quand même. J'ai voulu faire une relation donc, avec l'économique. Hors coût, hors masse salariale, tout ce qu'on a vu précédemment, ce qui a été estimé, ça représente un coût d'un peu plus de 2 millions par an. Et moi, je trouvais intéressant de mettre ce rapport économique parce que ça peut peut-être aider à y aller, hein, à aller sur certains sujets, à prioriser des thèmes à améliorer. Donc on voit que les médicaments, c'est 36% de l'impact économique, les achats, c'est 46%. Donc quand on regarde, les médicaments plus les DM, c'est 54% de l'impact carbone du service. C'est 82% des coûts. Et moi, je pose une question, c'est est-ce possible de faire des économies et de diminuer l'impact environnemental? Je pense que c'est faisable. Non? D'accord? Ce qui est plutôt réjouissant parce que peut-être qu'il n'y a pas trop d'investissement à faire aussi pour améliorer ça. Alors, la dynamique au sein du service. Alors, tu veux en parler Alors, pour pouvoir réaliser ce bilan carbone, on n'a pas travaillé que tous les deux. On a eu énormément d'aide, énormément de monde avec nous.
On a commencé par un gros investissement du service avec donc 15 membres qui ont constitué un groupe développement durable dans lequel il y a des infirmiers, des aides-soignants. Donc vous avez deux représentantes ici du groupe développement durable qui ont participé donc au travail. Ensuite, on a eu un groupe Play Cicatrisation qui s'est greffé. Donc ça, au fur et à mesure qu'on a travaillé, donc c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure comme exemple, quand on s'est rendu compte de notre stockage en dispositifs médicaux pour assurer les pansements, on avait un stockage extrêmement important, une utilisation qui était quand même pas du tout optimale. Donc là, on a rejoint et on a sollicité le groupe Play Cicatrisation qui est composé de 4 infirmières et qui ont fait un gros travail de sélection et qui ont utilisé leurs connaissances pour proposer désormais des formations au personnel et pour uniformiser nos pratiques, homogénéiser nos pratiques avec l'ensemble des autres structures. On a un groupe ici de référentes matérielles, donc vous avez 2 qui font et partie du groupe développement durable et des référentes matérielles et qui, elles, nous ont assuré un listing de tout ce qu'il y avait à disposition en dispositifs médicaux. Alors je ne sais pas si Sandrine, elle veut témoigner, mais elle a assuré, elle a mis en place en fait un classeur pour que l'on connaisse exactement nos péremptions. En fait, on a à disposition un tableau Excel avec toutes nos références. On en a environ 550 références concernant nos DM. Avec, dès qu'on les réceptionne, on enregistre dans ce tableau Excel avec les dates de péremption, ce qui nous permet d'avoir un visu en fait, sur ce qu'on consomme et ce qui est périssable. Comme ça, on a fait du tri, on a ôté des choses parce qu'on s'est rendu compte, Sandrine, en faisant son tri, qu'il y avait des choses qu'on utilisait, mais une fois l'an et encore peut-être une fois tous les 2 ans. Donc ça, déjà, ça a été majeur. Ensuite, on a intégré un groupe d'infirmières médicaments avec lequel je travaillais depuis quelque temps sur la réalisation, la conception d'un nouveau montage de cathéter central. Donc elles ont utilisé leurs connaissances pour essayer d'optimiser les thérapeutiques, donc modifier les perfusions, le moyen dont ils utilisaient, ne pas anticiper les préparations, parce qu'en réanimation, on est spécialiste, on anticipe tous nos traitements, ce qui fait que quand les traitements changent, eh bien, on les jette après derrière sans les avoir utilisés. Ensuite, on a eu un groupe alimentation qui s'est constitué avec une diététicienne qui est une diététicienne transversale de l'hôpital et qui, avec nos aides-soignantes aussi ici présentes, et une infirmière participe à essayer justement de diminuer l'impact des compléments alimentaires. On a vu 17 000 € de compléments alimentaires, autant que l'alimentation. On s'est dit et beaucoup qui sont jetés. Voilà, et la majorité sont jetés parce que les patients n'aiment pas, c'est pas très bon. Donc, on essaye de créer des équivalences avec la diététicienne, c'est-à-dire de repartir à de l'alimentation standard, enrichie, épaissie suivant la texture et les besoins du patient, mais surtout pour leur permettre d'avoir ainsi un meilleur appétit et d'avoir une surveillance alimentaire plus adaptée. Et une orthophoniste rentre dans le groupe aussi. Désormais, on a un orthophoniste aussi. On draine très large, hein. Petit à petit, les gens nous rejoignent de plus en plus. On a eu un groupe déchets dont Laetitia a témoigné qui assure la surveillance et la pesée des déchets. Et probablement qu'après l'amélioration, on l'espère, de nos pratiques, on pourra réaliser de nouveau cette pesée dans quelques temps. Et puis, on a nos secrétaires ici présentes. Alors, je peux leur laisser la parole, qui ont participé. Alors, comment vous nous avez aidés pour faire ce bilan ? On a répertorié tous les mobiliers de tous les bureaux qui pouvaient avoir un impact carbone. Voilà, en fait, elles nous ont aidés à remplir la case immobilisation. C'est-à-dire tout le patrimoine, en fait, et les bureaux, les postes informatiques. Je vous laisse continuer. Et puis, on a fait le total des commandes de fournitures mensuelles en papier, stylo et autres du service. Ok. Alors qu'elles étaient déjà impliquées. C'est-à-dire que quand elles font des commandes, elles font toujours des commandes, Françoise, elle peut en témoigner, à minima, pour essayer d'avoir le moins d'impact possible. Donc pour elles, je pense, ça a été naturel de venir nous aider pour pouvoir voir l'impact qu'on avait. Alors là, c'est un petit peu comment on a structuré la démarche. On parle de chaînes causales. Le docteur Matonnet adore les chaînes causales. Elle en fait jour et nuit. Donc elle m'en a fait des dizaines. Et voilà, par exemple, notamment sur les dispositifs médicaux, on peut voir la réflexion. On s'aperçoit que il y a un peu une méconnaissance. Il y avait parce que c'est en train de s'améliorer. On n'était pas conscient tout à fait de toutes les péremptions
donc ça a gâché pas mal. Ce service-là, c'est 7% de péremption au niveau des DM, hein, d'après ce qu'on a étudié. Au niveau médicaments, c'est 2,11%, ce qui est plutôt pas mal hein, en général. Alors ils sont classés quand même comme assez modèles dans l'hôpital, a priori. Alors, on peut se dire que les autres gâchent encore plus. Et donc c'est réjouissant parce qu'il y a plein de leviers d'action pour diminuer l'impact et l'impact économique aussi. Donc augmentation on s'aperçoit que dans ce service-là, on a pu remarquer qu'avec les années, il y a une augmentation de l'utilisation de DM, pas simplement due au fait que c'est de l'usage unique principalement maintenant, mais parce que aussi les pathologies ont évolué sur les patients. Oui, on a sûrement des patients beaucoup plus polypathologiques, donc on utilise de plus en plus de dispositifs, puis on a une amélioration des progrès thérapeutiques aussi qui est notable. D'accord, la durée de vie s'allonge en gros. C'est ça. Et puis après, il y a des soucis de stockage, beaucoup. Et donc, il y a une rationalisation à avoir. Il y a certainement à investir un jour sur des armoires intelligentes, sur des choses comme ça. Mais avant ça, il y a besoin de re-questionner le fonctionnement sur tout ça. Et donc, ces dames y travaillent ardemment. Là, l'idée, c'est d'avoir une uniformisation de nos procédures de soins, c'est-à-dire qu'on fasse tous de la même manière pour le même dispositif médical et qu'il n'y ait pas un usage un petit peu abusif, parce qu'on peut toujours dérouter l'usage d'un dispositif médical, mais bon, on essaye d'être au mieux, enfin on essayera. Alors, travail du groupe DM, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on l'a un peu évoqué, donc analyse du listing de DM, optimisation de la traçabilité des périmés, hein, les 7%, les fameux 7% là, de perdus, ça représente 45 000 €, mine de rien. On n'arrivera jamais à zéro, mais il y a peut-être mieux à faire quand même. Recherche des causes de péremption, diminution du nombre de références, hein, ça vous l'avez fait. Tracer efficacement les consommations. Voilà. Je dirais le stade après, c'est d'avoir des outils pratiques pour pouvoir tracer tout ça. Donc le fameux fichier Excel là, dont vous parliez tout à l'heure doit permettre, après, si on veut refaire un bilan carbone, on pourrait le faire beaucoup plus rapidement normalement. Alors, ce qui est important à dire sur ce travail-là, c'est que pour y arriver, il faut faire appel à pas mal de monde, la pharmacie notamment, qui ont été très proactifs dans cette démarche-là, ce qui est plutôt rassurant parce qu'ils touchent tous les services de soins. Et donc ce travail demande de décloisonner. C'est ce qui manque un peu à l'hôpital, c'est qu'on est un peu dans son service et on a du mal à s'ouvrir un peu au reste. Donc piste en réflexion, stockage interpolaire de DM. Il y a plusieurs services qui utilisent les mêmes équipements mais assez rarement, donc on gâche. Une réflexion sur les pratiques. Là, sujet plus épineux, hein, les pratiques. Moi, je trouve que dans la démarche à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de médecins pour faire avancer le sujet. Une réflexion sur l'usage unique et l'usage multiple. Voilà, des réflexions à faire là-dessus ou pas? Vous avez des exemples peut-être en diapositive? Je ne sais pas. Voilà. Donc on a effectivement la première chose qui nous a sauté aux yeux quand on a fait le listing de nos dispositifs médicaux. Alors, ça nous a sauté aux yeux en termes de consommation, mais surtout en termes de coûts financiers, c'est qu'on utilise des capteurs d'oxymétrie à usage unique. En moyenne, on avait une consommation, alors pour vous donner un chiffre, c'était 3 capteurs par patient et par jour. Donc, ça constituait un coût important. Qu'on n'est pas obligé de donner. Mais on s'est interrogé, on s'est dit finalement pourquoi on est passé à l'usage unique. Alors on a cherché, on a beaucoup cherché. On est remonté à 2010-2011. On a trouvé des explications un petit peu... voilà, c'est pas les mêmes suivant les moments parce qu'on n'est pas assez nombreux à être là depuis en 2011. Mais on n'a pas trouvé vraiment l'origine exacte. Et on s'est dit on va peut-être repasser au réutilisable. Donc on a discuté avec le SPRI pour savoir les implications que ça pouvait avoir sur la transmission d'infection, sur le nettoyage, l'entretien. Et puis maintenant, c'est acté. On passera au réutilisable dès que les commandes seront obtenues. Et la projection est... Voilà, c'est un coût financier nettement plus bas. L'idée, nous, on fait partie du pôle des métiers de l'urgence. Donc, on a le service des urgences au sein de notre pôle. On a discuté avec eux et ils repasseront de la même manière à l'usage multiple et non pas au réutilisable sur le plan des capteurs d'oxymétrie. Et ça, très prochainement. Enfin, on va dire que les commandes sont lancées, les autorisations sont demandées. On voit aussi, d'après... Ça commence à être long. Hein. On voit aussi que l'impact environnemental, Madame de Mazure en parlait tout à l'heure,
Faut pas faire n'importe quoi, faut pas décider de changer, de passer de l'usage unique à l'usage multiple pour se faire plaisir simplement. Il faut regarder aussi ce que l'usage unique génère comme pollution et l'usage multiple aussi. Donc il s'avère que d'après une étude, enfin une ou deux études, je ne sais plus exactement le nom, au niveau international, qui a prouvé que l'usage unique pour le capteur d'oxymétrie notamment était plus impactant, de 3 à 5 fois plus impactant pour l'environnement que l'usage multiple. Voilà. Donc à partir du moment où on remplit tous ces critères, je trouve que c'est assez simple d'y aller. Donc on a l'aval du chef de service pour y aller, c'est lancé d'ailleurs. Oui. On a la même démarche sur les fibroscopes. Je ne sais pas si vous avez Non, quelque je chose. sais, non, c'est trop de Voilà, boulot. on est en train de discuter pour repasser. On a des fibroscopes bronchiques à usage unique depuis. On va dire qu'on les utilise depuis plusieurs années, mais on est passé totalement à l'usage unique depuis le Covid à peu près. Et on est en train de réévaluer le passage à l'usage multiple avec probablement, donc ça c'est vraiment en cours d'analyse, on peut dire qu'on fait en quelque sorte le cycle de vie de ces fibroscopes, c'est-à-dire on ne veut pas non plus augmenter l'empreinte carbone en faisant revenir des gens le week-end pour stériliser nos fibroscopes, donc on va effectuer une sorte de montage en utilisant du réutilisable en semaine, au jour ouvré, pour éviter qu'il y ait besoin de faire venir des gens de leur domicile en astreinte, et pour le coût carbone et pour le coût humain aussi. Et on utilisera du réutilisable donc la journée et de l'usage unique la nuit et le week-end. Donc ça, on est en train de solliciter pareillement les organismes qui font les fibroscopes. Et c'est vrai que l'impact financier est aussi majeur, puisqu'un fibroscope, on en a besoin d'un complémentaire. On a vu qu'au maximum, c'est 12 000 €. Et actuellement, on dépense bien plus en usage unique annuel. Voilà, on s'aperçoit que plus on avance, plus il y a de sujets qui se révèlent en fait. Et c'est jamais tout à fait fini. Mais voilà, il y a un beau travail à faire en tout cas. Alors, je vais aller assez vite sur tous les autres groupes, peut-être, à moins que vous ayez des choses précises à dire. Donc, le groupe Plaies et cicatrisation, il a fait un beau travail aussi sur le baisse du nombre de références. Et comme c'est des gens qui se sont formés à nouveau sur ce sujet-là, ils vont aussi former les autres personnels du service pour optimiser tout ça. Alors, une autre chose qu'on a dit, c'est que si on identifie mieux les péremptions, on va re-questionner plus facilement les dotations. À l'heure actuelle, le problème, c'est qu'il y a des choses qui se gâchaient, mais on n'était pas au courant de tout ce qui se gâchait. Donc la pharmacie fournissait exactement la même chose. Et on recommandait la même chose, en gros. Voilà. Donc ça va, c'est un cercle vertueux, tout ça. Voilà. Je dis à peu près la même chose. On s'aperçoit que, enfin, c'est moi qui ai estimé, je ne suis pas super, mais sur le travail qui est fait sur les pansements, on peut estimer qu'on baisse de 10 à 15% en termes économiques et donc aussi de l'impact environnemental. Diminution des déchets aussi. Quand on met pas à la poubelle, on diminue les déchets aussi. Groupe médicaments. Pareil, un gros travail sur l'analyse de la dotation. Et là, il y a un questionnement beaucoup sur les pratiques aussi, Armel. Oui, le relais IV-Péros, donc ça c'est quelque chose qui Péros pour oral, par voie orale, c'est quelque chose. Même si nos patients ne mangent pas, nous on a des solutions d'administration en entérale par sonde gastrique, et il y a bon nombre de thérapeutiques qui passent dans la sonde gastrique, donc il faut qu'on s'initie plus précocement au relais oral. Pour de nombreux médicaments dont l'impact sera important sur le plan budgétaire et sur le plan environnemental, puisque les intraveineux sont souvent fabriqués à l'étranger. C'est le cas typique du paracétamol qui vient, je crois, des pays d'Asie, alors que notre paracétamol oral, désormais, viendra de la France. D'accord. Et puis, il y avait aussi des préparations un peu trop en amont. Oui, voilà, il y a des préparations de nos injectables en amont, c'est-à-dire plusieurs heures au préalable pour éviter, on va dire que pour que la prise en charge soit la plus optimale du patient, c'est-à-dire que dès que l'un traitement est fini, il est relayé immédiatement, lorsqu'il s'agit de forme continue, il est relayé immédiatement par une autre seringue. Mais on s'est rendu compte que comme l'état de santé des patients en réanimation, dans leur définition, change de manière très régulière, eh bien, il y a de nombreuses thérapeutiques qui sont interrompues en cours de journée ou modifiées ou augmentées ou diminuées. Et dans ces cas-là, eh bien, les traitements déjà préparés sont jetés. Ça, on a le docteur Kamel qui avait participé à une étude française sur le gaspillage et le nombre de seringues pré-préparées qui sont jetées est considérable. Donc ça, c'est un travail pareil de pratique, c'est-à-dire il y a des thérapeutiques qu'on est obligé de les préparer en amont, mais pas toutes. D'accord. Bon, je passe très vite sur le travail sur l'alimentaire. Vous l'avez évoqué précédemment, travail avec la diététicienne, tout ça.
On voit que ça crée une dynamique quand même, ce travail. Enfin, si je parle de l'alimentaire, les personnes qui s'occupent des patients sont contents aussi. C'est une façon de s'occuper mieux des gens, je dirais, de prendre en compte leur envie, leurs besoins. Je pense que ça crée une belle dynamique aussi. Alors voilà, je passe vite. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à dire un peu sur le groupe développement durable, d'autres actions que vous mettez en place ou qui sont en cours. Non ? Le groupe, il est très dynamique, hein. Il se réunit une fois tous les mois ou tous les 2 mois en fonction des vacances ou des choses comme ça. Mais elles sont vraiment très dynamiques. Alors je dis elles parce qu'il y a beaucoup de filles. Ok. Focus vite fait sur les déchets, on en a parlé tout à l'heure. Ce service-là, c'est 29 tonnes de DAEM, 20 tonnes de DASRI, 80% au moins qui n'ont rien à y faire, 1 tonne de déchets alimentaires, 6000 bouteilles plastiques non recyclées, vernis médical 3 tonnes. Armel a compté chaque fiole. Plastique, quantité inconnue, mais beaucoup, qui vont en DASRI ou en DAEM. Les périmés de médicaments vont en DASRI, les périmés de DM vont en DAEM, je pense. Voilà, donc les sacs poubelles, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça. Donc je passe. Voilà, donc le bilan carbone, c'est un constat. Hein. Donc maintenant, c'est la feuille de route est à construire. Donc vous voyez qu'il y a plein d'actions qui ont été construites, mais ce qui manque encore dans ce qu'on a fait là, c'est des objectifs en fait. Et c'est très difficile de donner des objectifs comme ça, froids. Voilà. Donc en revanche, ce que je trouve très intéressant dans le travail qu'on a fait là, c'est qu'on est directement sur de l'opérationnel. On peut faire un bilan carbone de l'hôpital, c'est une obligation. Il faudrait le faire, et c'est un peu ma mission d'ailleurs. Mais j'ai un peu traîné des pieds, je vous avouerai, parce que pour moi, on donne des grandes lignes, mais on n'a pas des actions très concrètes, quoi. Là, on rentre dans le cœur du moteur. On voit que agir sur l'organisation, sur le comportement, sur les pratiques, ça a un impact qui est important, à mon avis. Et à mon avis, il y a bien 20% à baisser au niveau de l'impact environnemental et peut-être pas mal aussi sur l'économique. Voilà. En gros, ce qui est nécessaire, c'est de décloisonner la réflexion. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, quand on réfléchit sur un sujet, par exemple, si on reprend les capteurs d'oxymétrie tout à l'heure, on s'est réunis avec des techniciens biomédicaux, on s'est réunis avec des acheteurs, enfin un acheteur principalement, on s'est réunis avec moi-même, avec qui encore, j'oublie quelqu'un, docteur Matonnet. Et voilà, on essaie de connaître l'historique de pourquoi on est passé à l'usage unique. On questionne l'acheteur pour qu'il questionne le fournisseur, savoir s'il connaît l'impact environnemental de son produit, ainsi de suite. Voilà. Donc on ne peut pas prendre un bout de la chaîne et faire avec. Sinon on est à côté et on risque de faire plus de dégâts que de bien. Voilà, donc vous voyez, ce que je dis, c'est qu'en fait, tous ces gens-là ont été sollicités, il y en a d'autres que j'oublie certainement, et il y en a d'autres qu'il faudra aller chercher pour mieux travailler encore, et créer des synergies de plus en plus larges pour avancer. Conclusion, l'amélioration de l'organisation, le bon sens, la rationalisation du fonctionnement, amélioration de la QVT, diminution de l'impact économique, diminution de l'impact environnemental. Si on arrive à faire tout ça, on est pas mal. D'accord ? Donc merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des remarques à faire encore. On va dire que ça crée aussi une cohésion et une réflexion commune, même si c'est un peu lourd comme travail. Mais après, ce qui serait intéressant et ce qui, je pense, est votre idée, mais qu'on partage totalement, ce serait de pouvoir diffuser ce processus à d'autres services, à d'autres unités de soins. Notamment, il y a d'autres réanimations. On a essayé, on a commencé à mettre un petit pied en réanimation néonatale, mais je pense qu'il y a d'autres services que l'on pourrait rallier à notre cause. Et puis après, il y a même les services de médecine, de chirurgie de manière plus diffuse, avec lesquels on a des objectifs communs. Voilà, dernière chose, c'est que voilà, toutes ces personnes qui font partie du service et puis certaines qui sont un peu en dehors ont participé à ces démarches-là à plus ou moins haut niveau. Hein, mais vous voyez que ça met en mouvement pas mal de personnes. Je n'ai pas compté, mais on est environ à une trentaine de personnes. Donc c'est chouette. C'est chouette et j'espère que ça va faire des petits. Deux secondes, j'en finis. J'ai rencontré pas mal d'autres services qui ont envie de le faire. La problématique, c'est qu'il faut créer la dynamique dans le service. Et il y a toujours ces affaires de gouvernance. Quand on a quelqu'un qui a un peu de poids dans le service, c'est tout de suite beaucoup plus simple.
Je m'étonne des 6000 bouteilles d'eau. Donc, ça vient de quoi? Alors, il y a des bouteilles d'eau patient et des bouteilles d'eau personnelles. Parce que c'est énorme, 6000 les filles. bouteilles. Oui, on est d'accord, oui. Oui, tout à fait. Parce que on avait commencé un peu à travailler sur le problème bouteille d'eau. Enfin, normalement, l'eau qui est délivrée est potable. Et Après, on a eu une grosse consommation de plastique lors du Covid. C'était que des bouteilles en plastique. Nos pichetées ne rentraient pas dans les champs. C'est 2023, là. Ouais, 2023. Donc, il n'y a pas de Covid 2023. Il n'y a plus. On a encore des patients Covid Oui, pour oui, lesquels mais et enfin, des on patients en est plus- aplasie. Après, c'est bien sûr Ouais. comparé à Alors, autant 2020-2021, c'est rien, mais Ouais. on Parce a que- encore beaucoup de consommation de bouteilles plastiques. Non, ça c'est Non. pas... Parce que là, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Merci. Merci, mais c'est grâce à toutes ces personnes aussi. J'espère que ça va faire des petits. Je crois plus à ça que de faire un gros bilan carbone global. Hier, j'étais à Pithiviers. La pharmacie de Pithiviers me sollicite pour le faire. Donc c'est bien. C'est intéressant de faire la pharmacie, parce que c'est assez central sur le soin. Et non, je ne les espère pas. C'est ce qui m'anime un petit peu en ce moment. Parce que j'ai la sensation d'arriver à faire bouger. Donc c'est important. Merci à vous, merci de votre attention. Je veux juste ajouter un tout petit mot. C'est vrai que c'est une démarche transversale très très intéressante. Et il faut savoir que l'établissement a déposé un dossier pour candidater au prix FHF de la transition écologique grâce à ce travail fait en médecine intensive et réanimation. Donc on n'a pas encore les résultats, mais il nous a semblé important d'essayer de faire valoir ce travail en dehors même de l'établissement. Alors merci encore à chacun d'entre vous.